suis Corinne Jacobi-Coali, coordinatrice de l'Université populaire du CM 98. Habituellement, nos conférences se tiennent à la Sorbonne, mais après plusieurs semaines d'absence, nous avons voulu revenir vers vous à l'occasion du 27 avril, date du décret d'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises en 1848. Notre invité aujourd'hui, c'est Frédéric Régent. Frédéric, je vous laisse vous présenter. Bonjour, Frédéric Régent, maître de conférence à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et j'ai beaucoup travaillé sur les colonies ayant connu l'esclavage, les colonies françaises ayant connu l'esclavage. Voilà, je suis notamment auteur de plusieurs ouvrages, dont La France et ses esclaves ou Les maîtres de la Guadeloupe. Je propose que nous commencions par avoir quelques infos sur comment on en est arrivé à l'abolition de l'esclavage. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, donc le 27 avril 1848 est pris ce décret par le gouvernement provisoire de la Deuxième République. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce régime est au pouvoir seulement depuis le 24 février 1848. Donc à l'époque, avant le 24 février, c'est la monarchie. Donc le roi de France, ou plutôt le roi des Français, est Louis-Philippe. Et une révolution se déclenche. Le peuple de Paris est mécontent et le roi est chassé du pouvoir. Et une des premières décisions qui est prise, c'est l'adoption du principe d'abolition de l'esclavage le 4 mars 1848. Donc une commission qui va être dirigée par Victor Schœlcher, qui est le sous-secrétaire d'État aux colonies, va préparer ce décret d'abolition. Alors d'ailleurs, il y aura plusieurs décrets, mais le décret principal d'abolition donc est préparé entre le 4 mars et le 27 avril. Donc Victor Schœlcher a ses bureaux à l'hôtel de la Marine, juste à côté des Tuileries. Donc il réunit une commission et il prépare ce décret d'abolition. Alors, juste une chose, c'est que ce décret d'abolition est le deuxième décret d'abolition. Il y a eu un premier décret d'abolition le 4 février 1794, donc pendant la période de la Révolution française. L'esclavage avait été rétabli en 1802 par Napoléon Bonaparte. Alors, il avait été rétabli dans un certain nombre de colonies, la Guadeloupe, la Guyane. L'esclavage n'avait pas été aboli ni à la Martinique ni à la Réunion. Et dans l'île de Saint-Domingue, aujourd'hui devenue Haïti, eh bien le rétablissement de l'esclavage n'avait pas été possible et l'île était devenue indépendante. Et donc les colonies françaises à cette époque-là où il y a des esclaves sont donc la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, la Guyane. Il y a aussi quelques esclaves dans les établissements du Sénégal, qui sont principalement l'île de Gorée et l'île de Saint-Louis sur le fleuve du Sénégal, et puis également des esclaves en Algérie. La conquête de l'Algérie a commencé depuis 1830, et donc voilà l'ensemble des territoires où il y a des esclaves en 1848 et où va s'appliquer le décret d'abolition de l'esclavage. Je vous remercie. Est-ce que vous pouvez nous dire combien il y a eu d'esclaves libérés dans les colonies françaises? Si possible, est-ce que vous pouvez le dire par colonie? Et combien de temps a duré l'esclavage en France? Alors, environ 240 000 esclaves ont été affranchis en 1848. À peu près 80 000 en Guadeloupe, entre 65 et 70 000 à la Martinique et à la Réunion, 15 000 en Guyane et environ 10 000 pour le Sénégal. L'esclavage pratiqué donc dans des colonies françaises, alors, il est attesté pour la première fois en 1626.
Alors peut-être que ça a commencé un petit peu avant, mais bon, on n'a pas de documents qui l'indiquent. Et donc voilà, de 1626 à 1848, on sait qu'il y a de l'esclavage dans des colonies possédées par des Français. Merci. Donc, vous nous avez expliqué comment nous en sommes arrivés à ce fameux décret. Maintenant, je propose que dans un deuxième temps, nous commentions les différents articles de ce décret. Je vous lis l'article, le premier. L'esclavage sera entièrement aboli dans toutes les colonies et possessions françaises, 2 mois après la promulgation du présent décret dans chacune d'elles. À partir de la promulgation du présent décret dans les colonies, tout châtiment corporel, toute vente de personnes non libres seront interdits. Commentaire? Alors, cet article montre que l'esclavage est aboli dans toutes les colonies françaises. Alors, quelles sont ces colonies françaises? C'est Guadeloupe, Martinique, Réunion, Guyane, et puis aussi l'Algérie. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que certaines de ces colonies, les 4 que j'ai citées en premier, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, l'esclavage y a été mis en place par les Français. Mais pour l'Algérie, l'esclavage a été mis en place depuis des siècles et des siècles. Et donc, le décret d'abolition concerne aussi les maîtres arabo-musulmans de l'Algérie. Alors, l'autre élément de cet article, c'est que les actes de vente d'esclaves sont interdits. Donc, cela supprime l'achat et la vente d'esclaves. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la traite négrière avait été abolie depuis 1815, mais elle se pratiquait encore illégalement. Mais en gros, dans les faits, depuis 1840, a priori, il n'y avait plus de trafic d'esclaves. Mais même pour les colonies françaises? Voilà, même pour les colonies françaises. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui étaient déjà esclaves l'étaient encore, mais il n'y avait plus de trafic d'esclaves à partir de l'Afrique. Et donc le décret, enfin cet article précise aussi une troisième chose, et cette troisième chose, c'est l'interdiction donc des châtiments corporels, donc qui étaient pratiqués dans les sociétés esclavagistes. D'accord, pardon. L'article 3, de quelle amnistie s'agit-il? Je vous le lis. Les gouverneurs ou commissaires généraux de la République sont chargés d'appliquer l'ensemble des mesures propres à assurer la liberté à la Martinique, à la Guadeloupe et dépendance, à l'île de la Réunion, à la Guyane, au Sénégal et autres établissements français de la côte occidentale d'Afrique, à l'île Mayotte et dépendance et en Algérie. Vos commentaires? Oui, alors là, ça précise l'ensemble des territoires dans lesquels s'applique le décret du 27 avril. Et donc, alors, ce qu'il faut préciser, c'est qu'à Mayotte, l'esclavage a déjà été aboli en 1846. Donc, Mayotte, c'était une île qui avait été rachetée peu de temps auparavant à la France et où les propriétaires d'esclaves, qui étaient plutôt des gens originaires du Golfe Persique ou de la péninsule arabique, donc avaient été obligés d'abolir, d'affranchir leurs esclaves. Voilà. Alors, quel lien on peut faire avec le fait que la France finisse par déclarer l'esclavage comme crime contre l'humanité? Et ça, quand est-ce que ça s'est passé? Alors, c'est la loi de 2001, dite loi Taubira, qui indique que l'esclavage et la traite négrière sont des crimes contre l'humanité. Mais si on regarde dans le droit français, le décret du 27 avril 1848 émet déjà cette idée. Il emploie le terme d'attentat à la dignité humaine. Donc, on est déjà dans un crime, dans l'idée de crime contre l'humanité, formulé avec d'autres mots, et surtout avec cette peine symbolique exemplaire qui est la déchéance de la citoyenneté
pour les propriétaires d'esclaves. Mais si on remonte encore plus loin, lors de la première abolition de l'esclavage, donc votée le 4 février, le lendemain, lors du débat autour, il y a toujours un débat après pour adopter le procès-verbal de la réunion de la veille, eh bien il y a à nouveau un débat sur la question de l'esclavage, et il y a un citoyen qui dit que l'esclavage est un crime de lèse-humanité, et il avance aussi cette idée qu'il faut déchoir de la citoyenneté française, donc les propriétaires d'esclaves. Donc voilà, finalement la loi de 2001, alors qu'on avait oublié cette idée que l'esclavage était un crime contre l'humanité, elle a rappelé cette idée. Merci. L'article 4. Sont amnistiés les anciens esclaves condamnés à des peines afflictives ou correctionnelles pour des faits qui, imputés à des hommes libres, n'auraient point entraîné ce châtiment. Sont rappelés les individus déportés par mesure administrative. De quelle amnistie s'agit-il? Oui, alors, il s'agit d'amnistier tous les esclaves qui sont emprisonnés du fait de l'esclavage. Exemple, un esclave qui a refusé à obéir à un ordre de son maître et qui a été condamné pour refus de travail, enfin, un esclave qui aurait été donc condamné dans le cadre d'une contestation de l'esclavage, eh bien, est amnistié, il est libéré. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque de l'esclavage, les maîtres avaient la possibilité, lorsqu'ils étaient jugeaient qu'un esclave ne respectait pas la législation de l'esclavage, de le faire condamner et de le faire emprisonner. Et donc là, ça amnistie tous les esclaves qui sont condamnés du fait d'un acte correspondant à une opposition à l'esclavage. Merci. L'article 5. L'Assemblée nationale réglera la quotité de l'indemnité qui devra être accordée aux colons. Ça, c'est encore un grand débat. Qu'est-ce que vous avez à nous en dire? Oui, alors dans la préparation du décret d'abolition, Schœlcher avait imaginé une indemnité pour les anciens esclaves et pour les anciens maîtres. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que il y a un lobby colonial qui est très fort et que l'idée d'abolir l'esclavage existe déjà depuis les années 1840. Il y a même une commission, commission de Broglie, qui s'est réunie. Et donc, parmi les accompagnements de l'abolition de l'esclavage était prévu donc l'indemnisation des propriétaires d'esclaves à hauteur d'une partie de la valeur de ces esclaves. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une sorte de compromis qui est fait avec les colons pour que l'esclavage puisse être aboli. Voilà, ça c'est une revendication forte des colons. Par exemple, à Saint-Martin, on a une délibération de colons qui disent qu'ils acceptent l'abolition de l'esclavage, mais en échange d'une indemnité. Et cette deuxième abolition de l'esclavage est très différente de la première. Donc la première, il n'y avait pas eu d'indemnité. Il faut dire que cette abolition s'était passée à un moment où ceux qui étaient au pouvoir étaient des républicains radicaux, et là, ceux qui ont pris le pouvoir en 1848 essayent de ne pas froisser trop la bourgeoisie et du coup, il est prévu une indemnisation des colons. Et ce qui a été supprimé, alors que c'était dans les textes préparatoires, c'est l'indemnisation des anciens esclaves. D'accord. Donc, l'article 6, les colonies purifiées de la servitude et les possessions de l'Inde seront représentées à l'Assemblée nationale. Donc, déjà à l'époque, nous avions, les anciens esclaves avaient quand même des représentants à l'Assemblée nationale, malgré donc cette disproportion indemnité, non-indemnité. Oui, alors là, cette disposition montre que les anciens esclaves, alors
uniquement de Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, et aussi ceux des deux communes du Sénégal, vont obtenir la citoyenneté. Avant 1848, les colonies n'étaient pas représentées au Parlement. Et là, en 1848, donc, les colonies sont désormais représentées et alors c'est pas précisé dans le décret, mais la législation en place veut que tous les hommes libres des colonies soient citoyens. Et donc, de ce fait, les anciens esclaves deviennent automatiquement citoyens. Alors, ce qui est une très grande différence, par exemple, avec les colonies anglaises, où il y aura un processus d'apprentissage et il n'y aura pas de citoyenneté britannique pour les anciens esclaves après l'abolition. Merci. L'article 7. Le principe que le sol de la France affranchit l'esclave qui le touche est appliqué aux colonies et possessions de la République. Voilà. Alors, ce principe existait en Angleterre aussi. C'est un vieux principe, même à l'époque de l'esclavage, dans les années 1700, 1600, le sol français affranchi. C'est-à-dire que, enfin, et ce principe, donc, est un principe qui date de 1315, d'une ordonnance du roi Louis X le Hutin. Et d'ailleurs, un certain nombre d'esclaves étaient affranchis par ce biais. En venant donc en France métropolitaine, ils devenaient libres. Et c'est un rappel de cette disposition et une extension de cette disposition à l'ensemble des colonies. Donc voilà, donc toute personne ayant le statut servile devient libre en touchant le sol français. Alors ça concerne par exemple un esclave qui s'enfuirait d'une colonie espagnole ou un esclave qui s'enfuirait d'un État esclavagiste des États-Unis. D'accord. L'article 8. À l'avenir, même en pays étranger, il est interdit à tout Français de posséder, d'acheter ou de vendre des esclaves et de participer, soit directement, soit indirectement, à tout trafic ou exploitation de ce genre. Toute infraction à ces dispositions entraînerait la perte de la qualité de citoyen français. Néanmoins, les Français qui se trouveront atteints par ces prohibitions au moment de la promulgation du présent décret auront un délai de 3 ans pour s'y conformer. Ceux qui deviendront possesseurs d'esclaves en pays étranger par héritage, don ou mariage devront, sous la même peine, les affranchir ou les aliéner dans le même délai à partir du jour où leur possession aura commencé. Est-ce que vous pouvez m'éclairer sur 2 points, donc le délai des 3 ans et puis sur l'aliénation, c'est-à-dire qu'on les repasser à quelqu'un d'autre? Oui, alors cet article indique que tout propriétaire d'esclaves, dorénavant, perdra la citoyenneté française. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la déchéance de citoyenneté, on l'a vu il y a quelques années lorsqu'il y a eu ce débat sur la déchéance de nationalité pour ceux qui avaient commis des actes terroristes. Oui. Voilà, c'est une peine très grave. Enfin, c'est une sanction qui est à la fois, je dirais, symbolique, mais très grave. Par exemple, pour haute trahison, on n'est pas déchu de la citoyenneté. Parce que là, ce qui a été prévu, et cela montre la raison pour laquelle les rédacteurs de ce décret avaient conscience que l'esclavage était un crime contre l'humanité. D'ailleurs, dans le préambule, il est indiqué que l'esclavage est un attentat contre la dignité humaine. Et pour punir ce crime, il faut une peine exemplaire, une peine symbolique. Et cette peine, c'est la déchéance de la citoyenneté. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette peine va être appliquée. Par exemple, aux États-Unis, vous avez des gens qui ont la nationalité française, qui possèdent des esclaves, et ils seront déchus de la citoyenneté. Alors, le délai de 3 ans, oui, c'est pour un propriétaire d'esclaves, mettons aux États-Unis ou à Cuba, de nationalité française.
c'est de lui laisser un délai de 3 ans pour soit affranchir ses esclaves, soit les vendre, de manière à ce qu'il soit plus propriétaire d'esclaves, c'est-à-dire c'est le temps qui lui est laissé pour respecter la loi. Merci. Pour terminer, est-ce que vous pouvez nous faire un commentaire sur les signataires de ce décret? Oui, alors si on regarde les signataires du décret, ce sont les membres du Conseil provisoire de gouvernement dont on trouve Lamartine. Donc ce sont des acteurs de cette révolution. Et si vous regardez bien, on ne trouve pas le nom de Schœlcher, parce que Schœlcher était sous-secrétaire d'État. Donc de ce fait, il n'a pas signé le décret. Il l'a préparé, mais il ne l'a pas signé. J'ai encore quelques questions, Frédéric. Je voudrais vraiment que vous nous reprécisiez la date de début et de fin de l'esclavage, de la traite négrière en tout cas, dans les colonies françaises. Précisément, quelle est la période? Alors, pour les colonies françaises, c'est 1626, donc à Saint-Christophe, 1848. Alors c'est peut-être avant 1626, parce qu'il y a des Français qui sont installés à Saint-Christophe dans les années, voilà, on a la preuve qu'il y en a en 1623, mais sauf que on ne sait pas si ces premiers colons avaient des esclaves. Et d'ailleurs, parmi les premiers esclaves que l'on trouve dans les îles des Antilles, il ne faut pas oublier qu'il y a des esclaves amérindiens, hein, qui sont réduits en esclavage par ces colons français, par ces premiers colons français. Maintenant, l'esclavage des Africains et même des Amérindiens commence à partir de la conquête de l'Amérique par les Espagnols en 1492. Mais si on se place uniquement du côté français, c'est 1626. Là, on a une preuve ferme. Voilà. Merci. Frédéric, est-ce que vous pouvez nous expliquer dans le calendrier mémoriel, donc sur cette question en France, pourquoi y a-t-il autant de dates? Donc déjà toutes les dates pour les anciennes colonies, plus le 10 mai et le 23 mai aujourd'hui. Oui, alors il y a beaucoup de dates, c'est lié à une histoire qui est très complexe. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu une première loi en 1983 qui a donné la latitude aux collectivités locales d'outre-mer de choisir une date. Donc, la Martinique a choisi le 22 mai. Alors, elle n'a pas choisi le 23 mai, qui est la date d'abolition de l'esclavage, mais la veille, c'est-à-dire la date de la révolte, pensant qu'il fallait mettre, à juste titre, cette révolte des esclaves qui a précipité donc l'abolition le lendemain. La Guadeloupe a choisi le 27 mai, date de l'abolition du 27 mai, mais la Guyane, qui elle est rentrée dans le processus normal, a choisi le 10 juin, c'est-à-dire le jour de la proclamation de l'esclavage, même si effectivement c'est seulement le 10 août que cet esclavage a été aboli. Quant à la Réunion, c'est le 20 décembre. Donc les navires pour aller à la Réunion ont mis beaucoup plus de temps. Et puis ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la Réunion, la récolte de la canne est inversée. C'est dans l'hémisphère sud, alors que la récolte de la canne se fait de janvier à juin dans l'hémisphère nord, c'est-à-dire aux Antilles. Dans l'hémisphère sud, dans l'océan Indien, elle se fait de juillet à décembre. Et donc là, le décret a été appliqué le 20 décembre. Donc ça, c'est pour ces dates. Et puis, il fallait une date nationale lorsque, à partir des années de la marche du 23 mai 1998, début des années 2000, où ces questions, il y a eu de grands débats sur les questions du passé colonial de la France. Et donc, une des missions du Comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage, dont j'ai été le président de 2016 à 2019, a été de proposer une date. Alors là, il y a eu toute une série de débats. Alors au départ, dans un premier temps, le comité avait proposé le 27 avril, qui correspondait donc à la date du décret. Puis, il y a eu des voix qui sont opposées en disant que cela célébrerait trop Schœlcher. Et finalement, une autre date a été trouvée qui correspondait au 10 mai, donc la date de l'adoption par le Parlement de
la loi Taubira, mais un certain nombre d'acteurs mémoriels, notamment les membres du comité pour la marche du 23 mai 1998, ont demandé à ce que le 23 mai figure aussi dans le calendrier mémoriel. Et donc en 2017, en février 2017, ils ont obtenu satisfaction. Donc du coup, on a le régime mémoriel suivant avec des dates différentes dans chacune des collectivités d'outre-mer. D'ailleurs, des nouvelles dates sont apparues. Par exemple, le 9 octobre à Saint-Barthélemy. Pourquoi? Parce que Saint-Barthélemy, qui était une colonie suédoise, avait eu son esclavage aboli le 9 octobre. Là, Saint-Martin demande à ce que ce ne soit pas le 27, mais le 28 mai, parce que le temps que le décret aille de la Guadeloupe à Saint-Martin, qui à l'époque était une dépendance de la Guadeloupe, il a fallu une journée, et c'est seulement le 28 mai que le 28 mai, oui, que le décret est arrivé. Normalement, ça aurait dû être transcrit dans la loi, sauf qu'il y a eu une erreur matérielle. Au lieu de mettre le 28 mai, les rédacteurs ont mis le 28 mars. Donc du coup, même si la collectivité territoriale de Saint-Martin a adopté le 28 mai, c'est pas encore dans la loi. D'ailleurs, il faudrait que cette erreur matérielle soit rétablie. L'erreur matérielle soit corrigée. Voilà. Donc voilà pourquoi il y a autant de dates, mais ces dates sont importantes. Il est important de les conserver parce qu'elles correspondent toutes à des facettes différentes de cette histoire. Et puis, bien plus il y a de dates de commémoration, et plus ça permet de parler de ces commémorations et de parler de cette histoire. Alors, quelle est la place la part des esclaves dans ce processus d'abolition? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la place des esclaves et le combat des esclaves et le combat des abolitionnistes ne doivent pas être opposés. Au contraire, ce sont les uns servent le combat des autres. Par exemple, la première abolition a été fortement liée aux luttes des esclaves, notamment principalement à Saint-Domingue, devenu Haïti, lutte qui elle-même était en partie alimentée par les idées abolitionnistes. Par exemple, lors de la première abolition, la Société des Amis des Noirs a envoyé des médailles sur lesquelles était inscrit « Moi libre aussi », et ces médailles ont circulé dans la population. Donc, d'autre part, les abolitionnistes se sont servis de cette révolte pour avancer dans les progrès de l'émancipation. Et d'ailleurs, cela a permis la première abolition du 4 février 1794. Pour la deuxième abolition de l'esclavage, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 1834, s'est créée la société pour l'abolition de l'esclavage, dans lequel on trouve Victor Schœlcher, et cette société pour l'abolition de l'esclavage se renseigne sur ce qui se passe dans les colonies, et le rôle que vont jouer les esclaves dans la deuxième abolition de l'esclavage va surtout être dans l'accélération du processus d'abolition. En effet, donc le 4 mars, le principe d'abolition est adopté, 4 mars 1848, par le gouvernement provisoire. Donc la nouvelle arrive aux Antilles quelques semaines après, et cette annonce de l'abolition de l'esclavage est déjà dite aux esclaves, enfin en tout cas circule chez les esclaves. Et ce qui circule encore plus chez les esclaves, c'est qu'il y a eu une révolution en France. Et cette révolution en France rappelle la première révolution qui avait aboli l'esclavage.
Et en Martinique, il va y avoir, enfin, on le voit d'après la correspondance du gouverneur, d'après les rapports des administrateurs locaux, il y a une grande agitation, une grande effervescence. Et donc le 21 mai 1848, donc il y a un esclave qui jouait du tambour qui est arrêté par les autorités municipales, et en Martinique, les esclaves se révoltent pour qu'ils soient libérés. 35 maîtres ou membres de leur famille sont tués, et donc c'est l'insurrection donc qui se déroule le 22 mai 1848, et pour calmer les esclaves, le gouverneur, sachant que de toute manière le principe d'abolition de l'esclavage va arriver, enfin le décret va arriver vu que le principe a été émis, eh bien il décide d'abolir l'esclavage, et donc cette abolition est décidée le 23 mai 1848 à Saint-Pierre. Voilà. Donc ensuite en Guadeloupe, et il y a aussi des mouvements qui se passent donc sur les plantations. Il y a par exemple, le conseil municipal envoie une lettre disant qu'il faut abolir l'esclavage le plus rapidement possible, en précisant, en donnant une indemnité au maître. Et finalement, le 27 mai, donc le gouverneur de la Guadeloupe abolit l'esclavage. Alors au départ, ce qui était prévu dans le décret, c'est qu'il y aurait dû normalement y avoir un délai de 2 mois entre l'arrivée du décret, donc qui était porté par des commissaires, et la date effective de l'abolition. Sauf que finalement, les mouvements des esclaves, enfin révolte en Martinique et un début de mobilisation en Guadeloupe, ont fait que l'esclavage a été anticipé, et que ce délai de 2 mois, donc par exemple, ils sont arrivés début juin, les émissaires de la République, donc en Guadeloupe et en Martinique, et donc l'esclavage aurait dû être aboli finalement début août. Ce qui permettait d'ailleurs, soit dit en passant, d'achever la récolte de la canne à sucre. Voilà. Et le décret donc a été anticipé par ce mouvement des esclaves. Pour terminer, encore 2 questions. J'aurais voulu donc savoir si le Code noir a été abrogé avec donc ce décret d'abolition en 1848. Et est-ce que vous pouvez nous donner quelques conseils bibliographiques par rapport à cette fameuse date? Alors le Code noir, alors juste peut-être une précision, c'est le Code noir, en gros, c'est un recueil de lois fait par les éditeurs. Donc un code n'est jamais une loi. Un code, c'est un rassemblement fait par des éditeurs. Donc alors les lois qui sont dans le Code noir, parce qu'il y en a plusieurs, souvent d'ailleurs le grand public, lorsqu'il parle du Code noir, parle uniquement de l'édit de mars 1685, alors que ça ne représente qu'une des nombreuses lois qui sont dans ce recueil des lois. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de lois qui étaient présentes dans le Code noir, dans les années 1840, avaient été modifiées, enfin la législation avait été profondément modifiée, et d'ailleurs le Code noir en tant que tel n'était plus édité depuis 1788. Donc, il n'est pas abrogé en tant que tel, parce que c'est comme dire que l'on abroge le code de l'urbanisme ou le code de la route, vu que le code de l'urbanisme ou le code de la route sont des compilations de lois. Hein, voilà, c'est ce qu'il faut bien comprendre. Mais de fait, il est abrogé. Si vous avez une loi qui dit qu'il n'y a plus d'esclavage, forcément la loi qui indique que les esclaves doivent être baptisés par leur maître, forcément cette loi elle est abrogée. Oui. Elle est abrogée de fait. Oui. Lorsque vous avez une révolution, vous avez un changement complet de la législation. Où les révolutionnaires s'amusent pas à dire telle loi on l'abroge, non, quelque chose de nouveau est mis en place. Donc
forcément, il y a des tas de lois d'Ancien Régime qui n'ont jamais été abrogées parce que d'autres lois les ont remplacées. D'accord. Quelques conseils bibliographiques? Alors, sur les conseils bibliographiques, sur Victor Schœlcher, je vous conseille donc l'ouvrage de Anne Ulrich Girolet. Je vous conseille sur cette question de l'esclavage, de l'abolition de l'esclavage, mon propre livre, donc La France et ses esclaves. Et puis voilà, il y a aussi la Société pour l'abolition de l'esclavage, donc de Lawrence Jennings. Voilà, en gros, ça fait déjà pas mal de lecture. Merci beaucoup Frédéric. Je vous remercie donc pour cette intervention. Je vous remercie aussi, chers internautes, de nous avoir suivis. Nous espérons vous voir hors confinement bientôt. À très bientôt à la Sorbonne. Bonne fin de journée.